Je m'appelle Emma. J'ai 42 ans, et je suis rentrée de l'hôpital après une opération pour trouver ma sœur en train de coucher avec mon mari dans notre lit. Avant que je ne vous raconte comment j'ai révélé leur plan dégoûtant et calculé devant toute ma famille et que j'ai tout repris, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Le silence fut la première chose que j'ai remarquée. C'était un calme profond, anormal, qui me mettait mal à l'aise jusqu'à la moelle. Après être sorti de l'hôpital avec un jour d'avance, faible et endolori par une appendicectomie, je m'attendais à retrouver un semblant de vie, le faible bourdonnement de la télévision, peut-être le son de David, mon mari, en appel professionnel. Il était censé travailler à la maison pour s'occuper de moi. Ma sœur cadette, Mélissa, qui était notre invitée depuis si longs mois, était censée être dehors à battre le pavé, à la recherche d'un emploi. Mais l'appartement était totalement immobile. C'était le silence lourd et suspendu d'une respiration retenue, et il a fait se hérisser les fins poils de mes bras dans une terreur soudaine et froide. J'ai posé mon petit sac de voyage près de la porte, mes mouvements semblant lents et maladroits. La douleur sourde dans mon flanc était une sensation familière, mais une nouvelle douleur, plus aiguë, commençait à fleurir dans ma poitrine, un nœud serré d'anxiété. Je n'ai pas appelé leur nom. Un instinct primaire m'a mis en garde, le sentiment que crier dans ce calme oppressant briserait quelque chose de fragile et d'irréversible. J'ai avancé dans le couloir, mes chaussons d'hôpital murmurant contre le parquet poli. La porte de notre chambre, que je laissais toujours grande ouverte pour laisser entrer la lumière, était presque entièrement fermée, ne laissant qu'une fine fente d'obscurité. En m'approchant, je l'ai entendu, un doux murmure, un son que je ne pouvais pas tout à fait identifier, suivi d'un rire grave et rauque. C'était le rire de Mélissa, celui que nos parents décrivaient toujours comme cristallin, comme un jeu de délicats carillons. Mais en l'entendant maintenant, de derrière la porte de ma chambre, il ressemblait à du verre qui se brise. Mon sang se glaça, une boue glaciale dans mes veines. Ma main semblait déconnectée de mon corps alors que je l'attendais pour pousser la porte. Et ils étaient là, dans mon lit, dans le grand lit à baldaquin que David et moi avions passé un week-end entier à monter 5 ans auparavant, riant et nous disputant à propos des instructions. Les draps frais et propres que j'avais mis juste avant d'aller à l'hôpital étaient un enchevêtrement chaotique autour de leur corps. Ils ne m'ont pas vu au début. Ils étaient perdus dans leur petit monde sordide, la tête de David enfouie dans le creux du cou de Mélissa, ses doigts emmêlés dans ses cheveux. La trahison était si absolue, si visuellement obscène, que c'était comme si l'air avait été aspiré de la pièce. Ce n'était pas seulement mon mari depuis 10 ans. C'était ma propre sœur. La sœur que j'avais accueillie sans poser de questions quand elle avait perdu son emploi et n'avait nulle part où aller. La sœur dont je payais les factures. La sœur qui mangeait ma nourriture et portait mes vieux pulls. Ma première impulsion ne fut pas de crier ou de jeter quelque chose. C'était un calme étrange et terrifiant, une sensation de flotter hors de mon propre corps. C'était comme si un interrupteur avait été actionné dans mon cerveau, coupant toute émotion pour éviter une surcharge catastrophique. J'ai remarqué la façon dont le soleil de l'après-midi filtrait à travers les stores, illuminant les grains de poussière qui dansaient dans l'air. J'ai vu la pile de vêtements de travail de David jetée sur le fauteuil dans le coin. J'ai vu le jean bon marché et tendance de Mélissa par terre, à côté de mon côté du lit. Puis David a bougé, levant la tête. Ses yeux, embrumés de plaisir, ont croisé les miens par-dessus l'épaule nue de Mélissa. Le changement a été instantané. La panique, pure et sans mélange, a effacé la satisfaction paresseuse de son visage. Il s'est figé comme un animal surpris, la bouche bée, silencieux d'incrédulité. Mélissa, le sentant se raidir, a tourné la tête, un air interrogateur sur le visage. Son expression est passée du contentement à l'horreur aux yeux écarquillés en une fraction de seconde. Emma, a-t-elle soufflé, sa voix un murmure coupable alors qu'elle se dépêchait de remonter le drap jusqu'à son menton. Je n'ai rien dit. Je suis resté là, laissant le silence s'étirer et s'épaissir, les laissant s'étouffer avec. Je voulais qu'il voie mon visage. Je voulais qu'il mémorise le regard vide, sans vie, de la femme dont il venait de faire exploser la vie. J'ai soutenu leur regard pendant 5, 10, 15 secondes, une éternité. Puis, avec une délibération qui m'était étrangère, je me suis retourné et je suis parti. J'ai entendu une bousculade frénétique derrière moi, une cacophonie de draps froissés et de murmures paniqués. David a crié mon nom, la voix brisée. Emma, attends. Ce n'est pas ce que tu crois. La stupidité pure et insultante de ce cliché a failli me faire rire. Je ne me suis pas arrêté. J'ai redescendu le couloir,
j'ai ramassé mon sac de voyage, j'ai ouvert la porte d'entrée et je suis sorti dans le couloir de l'immeuble. J'ai fermé doucement la porte derrière moi. Le doux déclic du loquet se mettant en place était le son le plus fort du monde. C'était le son de la fin de mon ancienne vie. C'était le son d'une porte se refermant sur la femme que j'étais. Je suis parvenu d'une manière ou d'une autre jusqu'à ma voiture, mes mains tremblant si violemment que j'avais du mal à insérer la clé dans le contact. Quand le moteur a finalement démarré, j'ai juste conduit. Je n'avais aucune destination. La ville est devenue un flou de feux de circulation et de vitrines, une traînée de béton et de verre que je voyais sans vraiment l'enregistrer. Mon esprit était un diaporama frénétique et répétitif de souvenirs, chacun étant maintenant recontextualisé, empoisonné par la scène dont je venais d'être témoin. L'appel téléphonique de ma mère 6 mois plus tôt tournait en boucle dans ma tête. « Emma, ma chérie, tu as cette grande chambre d'amis qui ne sert à rien », avait-elle dit, sa voix suintant de cette sorte de culpabilité maternelle qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. Mélissa a perdu son travail. La pauvre. Elle n'a nulle part où aller. C'est ta sœur. La famille doit être là les uns pour les autres. Tu es la responsable. Tu as toujours été si capable. Et moi, la fille toujours dévouée, la responsable, j'avais cédé. Malgré un travail exigeant en marketing qui nécessitait souvent de longues heures, malgré le fait que je payais la plus grande partie de l'hypothèque de l'appartement que David et moi partagions, j'avais dit oui. Parce que c'est ce que je faisais. Je réparais les choses. Je m'occupais des gens. Puis il y a eu le souvenir d'un dîner de famille quelques semaines auparavant. Je venais de recevoir une promotion majeure au travail, une étape énorme vers laquelle je travaillais depuis des années. J'étais maintenant directrice principale avec une augmentation de salaire significative. Mais avons-nous célébré mon succès? Non. Mes parents, avec David qui hochait la tête avec enthousiasme, ont passé tout le dîner à s'extasier sur la résilience de Mélissa. Elle profite de cette période de repos pour vraiment trouver son côté créatif, avait roucoulé ma mère. Elle pense à lancer un blog. Elle a une vraie étincelle, celle-là, avait ajouté David, en serrant le bras de Mélissa une seconde de trop. J'avais ressenti une pointe d'irritation à ce moment-là, un sentiment familier d'être négligé, d'être la fondation solide et ennuyeuse sur laquelle les membres plus intéressants de ma famille pouvaient se tenir. Maintenant, ce souvenir semblait sinistre. Leurs regards échangés, leurs blagues privées dont je n'étais jamais au courant, tout cela s'était passé juste sous mes yeux. J'avais payé la nourriture même sur la table où ils s'étaient moqués de moi en silence. Mes sacrifices défilaient dans mon esprit. J'avais utilisé la majeure partie d'un petit héritage de ma grand-mère pour effectuer un paiement plus important sur notre hypothèque, un investissement que je pensais que David et moi faisions pour notre avenir commun. J'avais travaillé tard le soir pour couvrir nos factures lorsque le travail de graphiste indépendant de David était au ralenti. J'avais organisé chaque Thanksgiving et chaque Noël, planifiant et cuisinant pendant des jours, parce que Mélissa était trop stressée par la recherche d'emploi. Et David n'était, tout simplement pas un organisateur. J'étais le socle fiable, digne de confiance et ennuyeux sur lequel ils avaient construit leur petit monde secret et sordide, et ils venaient de dynamiter les fondations. La douleur sourde dans mon flanc due à l'opération s'était transformée en un feu ardent. Mais l'agonie émotionnelle était un poids physique, une pression écrasante sur ma poitrine qui m'empêchait de respirer. J'ai fait une embardée dans le parking d'un centre commercial désert, les pneus crissant sur le gravier. J'ai mis la voiture en position de stationnement et finalement, le calme anormal qui m'avait enveloppé s'est brisé en 1 million de morceaux. Un sanglot m'a déchiré, un son brut, animal, de pure douleur. Je me suis affalé sur le volant, mon front pressé contre le plastique dur, et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour la femme qui était si désespérée d'être une bonne fille, une bonne épouse, une bonne sœur, qu'elle ne s'est jamais arrêtée pour se demander s'ils étaient bons pour elle. J'ai pleuré pour mon propre aveuglement volontaire. J'ai pleuré jusqu'à ce que ma gorge soit à vif, mes yeux enflés et fermés, et qu'il n'y ait tout simplement plus de larmes. Quand ce fut fini, il n'y avait qu'un vide creux et résonnant. La rage était partie. Le chagrin était parti. À leur place se trouvait quelque chose de nouveau, quelque chose de dur, de froid et d'une clarté terrifiante. C'était de la détermination. Je me suis redressé, j'ai essuyé mon visage strié de larmes avec le dos de ma main et j'ai regardé mon reflet dans le rétroviseur. La femme qui me regardait était une inconnue. Ses yeux étaient gonflés et rouges, mais ils n'étaient pas faibles. Ils étaient durs comme de la pierre. Ils en avaient fini. J'ai pris une grande inspiration saccadée.
Puis j'ai pris mon téléphone. Mes mains étaient stables maintenant. J'avais un appel à passer. Olivia, ai-je dit, ma voix rauque mais ferme. C'est moi. Il s'est passé quelque chose. Il y a eu une brève pause à l'autre bout du fil. Olivia, ma meilleure amie depuis que nous étions colocataires à l'université, une avocate spécialisée en divorce, un vrai requin, et la personne la plus farouchement loyale que je connaisse. Emma, tu as une voix affreuse. Est-ce que ça va? Où es-tu? Ça ira, ai-je dit, et la certitude dans ma propre voix m'a surprise. Mais j'ai besoin d'un endroit où rester. Et j'ai besoin d'une avocate. Ma porte est toujours ouverte. Tu le sais, a-t-elle dit, son ton passant sans transition de l'amie inquiète à la professionnelle concentrée. Viens ici. Ne retourne pas à l'appartement. Ne leur parle pas, viens juste ici. Nous allons régler ça de la bonne manière. Entrer dans l'appartement élégant et minimaliste d'Olivia de l'autre côté de la ville, c'était comme franchir un portail vers une autre réalité. C'était propre, organisé et heureusement calme, tout ce que ma vie n'était pas. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage dévasté, m'a serré dans une étreinte féroce qui disait tout ce que les mots ne pouvaient pas dire, puis m'a dirigé vers son canapé moelleux. Elle m'a tendu un verre d'eau et 2 comprimés d'ibuprofène sans un mot. D'abord, tu te reposes, a-t-elle dit, sa voix douce mais ferme. Tu as subi un choc majeur en plus d'une opération majeure. Demain, nous partons en guerre. J'ai dormi sur son confortable lit d'amis pendant 10 heures, un sommeil profond et sans rêve d'épuisement physique et émotionnel pur. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, le soleil entrait à flot par la fenêtre. Pour la première fois depuis aussi longtemps que je pouvais me souvenir, je n'ai pas senti le poids immédiat et pressant des besoins ou des attentes de quelqu'un d'autre. Il n'y avait qu'une seule chose dans mon esprit, reprendre le contrôle. Olivia était déjà à son îlot de cuisine, son ordinateur portable ouvert, 2 tasses de café fumantes qui attendaient. Elle m'a regardé, son expression un mélange de sympathie et d'acier. Prête? J'ai hoché la tête, prenant une gorgée du café noir fort. C'était comme verser du carburant sur le feu froid dans mon ventre. Prête. D'accord, a-t-elle dit en tournant son ordinateur portable vers moi. Voici le plan de bataille. Nous agissons vite et de manière décisive, avant que David n'ait la chance de raconter sa version, de te manipuler ou de déplacer des actifs. La première chose que nous faisons est de construire une forteresse financière autour de toi. Il ne s'agit pas de vengeance, Emma. Il s'agit de stratégie. Pendant l'heure qui a suivi, Olivia, ma brillante amie avocate, m'a tout expliqué. Elle a exposé une série d'étapes juridiques précises conçues pour me protéger et les neutraliser. Mon premier appel a été au service des ressources humaines de mon entreprise. J'ai été surprise de constater à quel point ma voix était stable et professionnelle. Bonjour. C'est Emma Lawson. Je dois mettre à jour mes informations de dépôt direct, avec effet immédiat. J'ai lu le numéro de compte d'un nouveau compte chèque personnel qu'Olivia m'avait aidé à ouvrir en ligne quelques instants auparavant. Mon prochain salaire, un salaire important grâce à ma récente promotion, n'atterrirait pas sur le compte joint auquel David avait accès. C'était la première brique de ma nouvelle forteresse. La deuxième étape a été une série d'appels à nos institutions financières. Avec Olivia me coachant sur la terminologie exacte, j'ai appelé le service client de nos cartes de crédit communes. Je signale que mes cartes ont été perdues ou volées, ai-je dit, le mensonge ayant un petit goût de justice. J'ai demandé que le compte soit gelé et qu'une nouvelle carte ne soit émise qu'à mon nom, envoyée à une nouvelle adresse, l'adresse d'Olivia. Ensuite, la banque. Je voudrais placer une limite de retrait d'$1 sur notre compte d'épargne joint, en attendant un accord de séparation légale. L'agent était poli et efficace. En 20 minutes, l'accès financier de David à moi était coupé. Il était seul. La troisième étape était la plus symbolique, la plus satisfaisante. J'ai trouvé un serrurier ouvert 24 heures sur 24 en ligne. J'ai besoin d'un changement de serrure d'urgence à mon appartement, ai-je dit à l'homme au téléphone. On m'a volé mes clés. Nous avons convenu de nous retrouver à midi. Je savais que David avait un déjeuner avec un client potentiel qu'il essayait d'impressionner. Et Mélissa, dans sa paresse infinie, allait généralement à un cours de spinning vers cette heure-là, un abonnement que je payais. En conduisant vers l'appartement, un sentiment froid de détermination s'est installé en moi. Ce n'était plus ma maison. C'était un espace contaminé, une scène de crime. Quand je suis arrivé, le serrurier,
un homme costaud aux yeux bienveillants, attendait déjà. Pendant qu'il travaillait, perçant les anciennes serrures avec un bruit fort et strident qui sonnait comme une libération, je suis entré pour la dernière fois. J'ai traversé les pièces silencieuses, un fantôme dans ma propre vie. Je suis allé directement à la chambre principale. Le lit était fait à la hâte, une tentative pathétique d'effacer leur péché, mais je pouvais encore sentir l'odeur écœurante du parfum de Mélissa sur les oreillers. Une vague de nausée m'a frappé, mais je l'ai ravalée. Il y avait du travail à faire. J'ai sorti 2 grandes valises du haut du placard. Méthodiquement, cliniquement, j'ai commencé à emballer leurs affaires. J'ai emballé les chemises chères de David, sa collection de romans graphiques, son ordinateur portable et tous ses câbles. En emballant ses affaires, j'ai trouvé une photo encadrée sur sa table de chevet, une photo de nous le jour de notre mariage. J'ai regardé la femme souriante et pleine d'espoir sur la photo et j'ai ressenti une pointe de pitié pour elle. J'ai retiré la photo du cadre, je l'ai déchirée nettement en 2 et je l'ai jetée à la poubelle. Puis je suis passé aux affaires de Mélissa, ses tenues bon marché et tendance, dont beaucoup qu'elle m'avait emprunté et jamais rendu, sa vaste collection de maquillage, la pile de livres de développement personnel insipide qu'elle avait acheté avec mon argent. Je n'ai rien jeté. Je n'ai rien déchiré. J'ai plié chaque article soigneusement. C'était un processus détaché, chirurgical. Avec chaque chemise pliée, je pliais un morceau de mon passé, le rangeant pour de bon. J'ai trouvé la tablette que David utilisait pour son travail de design sur la table de chevet, en train de charger. Il avait dû l'oublier dans sa hâte de me poursuivre. Sur un coup de tête, je l'ai débranchée et l'ai mise dans son sac. C'était mesquin, mais je m'en fichais. Il n'en aurait pas besoin pour un travail qu'il ferait pour moi. Quand j'ai eu fini, j'ai traîné les 2 lourdes valises jusqu'à la porte d'entrée. Le serrurier venait de finir d'installer le nouveau pen dormant de haute sécurité. Il m'a tendu un jeu de 3 nouvelles clés brillantes. Elles semblaient lourdes et puissantes dans ma paume. « C'est tout bon, madame », a-t-il dit. « Personne ne passera par là sans l'une d'entre elles. » Je l'ai payé, le remerciant pour son travail rapide. Après son départ, je suis resté un instant dans le couloir vide. J'ai ouvert la porte une dernière fois, j'ai poussé leurs valises sur le paillasson, puis je l'ai fermée et verrouillée de l'intérieur. Le bruit sourd et satisfaisant des pennes dormants se mettant en place était le plus beau son que j'ai jamais entendu. De retour à l'appartement d'Olivia, mon téléphone, que j'avais laissé en silencieux, a commencé à s'allumer. D'abord, une série de messages de plus en plus frénétiques de David. « Emma, où es-tu ? Nous devons en parler. » « Sérieusement, réponds à ton téléphone. » « Ma clé ne marche pas. »« Qu'est-ce qui se passe, bon sang ? As-tu changé les serrures ?» Puis les appels sont venus, l'un après l'autre, son nom clignotant sur l'écran. Je l'ai regardé sonner, un petit frisson vicieux me parcourant. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale à chaque fois. Vers 17h, un nouveau numéro a appelé, ma mère. Je savais que je devais prendre celui-ci. Je me suis préparé, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai appuyé sur accepter. « Emma, qu'est-ce que cela signifie ?» a-t-elle crié, sa voix aiguë comme l'ongle crissant sur un tableau noir. Il n'y a eu ni « bonjour » ni « comment te sens-tu après ton opération ?» Juste une accusation pure et sans mélange. Mélissa vient de m'appeler. Elle est en larmes. Tu l'as mise à la rue. Elle est David. Comment as-tu pu être si sans cœur ? J'ai écouté sa tirade, mon cœur une pierre froide et dure dans ma poitrine. Toute son inquiétude était pour Mélissa, l'enfant prodige, la victime perpétuelle. Pas une seule question pour savoir si j'allais bien. Pas la moindre curiosité sur ce qui aurait pu provoquer une action aussi drastique de la part de sa fille aînée toujours fiable, toujours placide. Je ne discute pas de ça avec toi maintenant, maman, ai-je dit, ma voix dangereusement calme. Tu ne discutes pas ? Ta sœur n'a nulle part où aller. Elle est sur le trottoir avec ses valises. Après tout ce que nous t'avons appris sur l'importance de la famille. Que m'avez-vous appris sur la famille ? Ai-je interrompu, la glace dans ma voix se brisant avec une colère soudaine et vive. Que c'est mon travail de nettoyer les dégâts de tout le monde ? Que je suis censé m'immoler par le feu pour tenir les autres au chaud ? Que ma maison est un hôtel gratuit et mon compte en banque un fonds public ? Ma décision est finale. Tu es égoïste et vindicative, Emma. Ce n'est pas ton genre. Tu as raison, ai-je dit, et un profond sentiment de clarté m'a envahi, faisant taire les derniers vestiges de culpabilité.
Ce n'est pas mon genre. L'ancienne Emma n'est plus. Pour la première fois de ma vie, je me fais passer en premier. Cette conversation est terminée. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse bredouiller un autre mot. Puis, systématiquement, j'ai bloqué son numéro. J'ai bloqué celui de mon père. J'ai bloqué celui de Mélissa. Et j'ai bloqué celui de David. Le silence qui a suivi était béat. C'était le silence de la liberté. Mais alors que j'étais assise là, fixant l'écran sombre de mon téléphone, un sentiment lancinant est revenu. C'était trop facile. Leur effronterie, leur aisance dans ma maison, cela ressemblait à plus qu'une simple aventure passionnée. C'était comme s'ils croyaient avoir le droit d'être là, le droit à ma vie. Je n'avais juste pas encore la preuve. Les jours suivants ont été un tourbillon de paperasse juridique. Olivia était mon ancre, me guidant à travers les premières étapes déconcertantes du dépôt d'une demande de divorce. Elle était la combinaison parfaite d'amie compatissante et d'avocate impitoyable. Nous devons tout documenter, Emma, a-t-elle insisté un soir alors que nous étions assises entourées de relevés bancaires. Chaque actif, chaque dette. Nous avons besoin d'une image financière complète et indéniable avant qu'il n'ait la chance de cacher quoi que ce soit. C'est ce qui m'a ramené à la tablette. Quelques nuits plus tard, alors qu'Olivia était sortie pour une course tardive, j'ai sorti la tablette de David du sac de ses affaires que j'avais rangé dans le coin de la chambre d'amis. Je me suis dit que j'étais juste minutieuse, à la recherche de documents financiers que j'aurais pu manquer, tout ce qui pourrait être pertinent pour la procédure de divorce. Mais une curiosité plus profonde et plus sombre me rongeait. Je devais comprendre l'étendue de leur tromperie. Je l'ai allumé. L'écran de mots de passe brillait dans la pénombre. Mon cœur s'est serré. Cela pouvait être n'importe quoi. J'ai essayé sa date de naissance. Mot de passe incorrect. J'ai essayé notre anniversaire de mariage. Mot de passe incorrect. J'ai essayé le nom de notre chat. Rien. Puis une pensée amère et cynique s'est insinuée dans mon esprit. Les doigts tremblants, j'ai tapé la date de naissance de Mélissa, et même Gigi Doblea. Elle s'est déverrouillée. Une vague de nausées chaudes et acides m'a submergé. Bien sûr. Bien sûr. Son mot de passe était un hommage à elle. Le manque de respect pur et flagrant m'a coupé le souffle. Je me sentais comme une idiote naïve et confiante, une fois de plus. Ravalant mon dégoût, j'ai commencé à chercher. J'ai ouvert ses fichiers. C'était principalement des trucs de travail, comme je l'avais vu auparavant, des maquettes de design, des courriels de clients. J'ai vérifié sa galerie de photos. Elle était impeccable, juste des photos de paysages et de notre chat. Ils étaient malins. Ils n'avaient pas laissé de traces évidentes et désordonnées. J'étais sur le point d'abandonner, me sentant vaincu, quand la voix d'Olivia a résonné dans ma tête, les gens sont paresseux. Ils pensent qu'ils sont intelligents, mais ils laissent toujours une trace. Vérifie les endroits qu'ils oublient, la corbeille, les archives, les brouillons. J'ai ouvert son disque de stockage en nuage, qui était toujours synchronisé avec l'appareil. J'ai méticuleusement vérifié le dossier de la corbeille. Rien. J'ai vérifié les archives. Vide. Mon cœur a commencé à se serrer. Puis j'ai vu un dossier simplement intitulé « Brouillon ». Il contenait principalement des courriels à moitié finis et non envoyés à des clients. Mais en faisant défiler vers le bas, un fichier, créé plusieurs mois auparavant, a attiré mon attention. Il avait un nom étrange et anodin, le plan. Mes doigts tremblaient en tapant dessus. Ce n'était pas un courriel. C'était une note. Une longue note détaillée et horrifiante. C'était une chronologie. Et en la lisant, le sol ne s'est pas seulement dérobé sous mes pieds. L'immeuble entier s'est effondré. Tout était là, noir sur blanc, froid et dur, un plan méticuleusement élaboré, écrit par David pour Mélissa. Il détaillait comment ils orchestreraient son emménagement chez nous. Il parlait de la façon dont il m'encouragerait à utiliser la manne de l'héritage de ma grand-mère pour rembourser le reste de l'hypothèque de l'appartement. La note était d'une précision glaçante, une feuille de route vers ma ruine financière. Il faut juste être patiente encore 6 mois, bébé, disait une ligne. Une fois qu'elle aura remboursé la maison avec l'argent de l'héritage, ce sera entièrement un bien matrimonial, libre de toute dette. Nous demandons le divorce. Ensuite, avec sa nouvelle grosse promotion et son salaire, et mon numéro de l'artiste en difficulté, le juge n'aura pas d'autre choix que de m'accorder la moitié de la valeur de la maison.
Nous forcerons une vente, partagerons l'argent, et nous pourrons enfin avoir cette petite maison près de la côte. Une autre section détaillait comment Mélissa devait jouer le rôle de la sœur solidaire et en difficulté pour m'empêcher de devenir méfiante. Continue juste à lui dire à quel point tu es reconnaissante, que tu ne sais pas ce que tu ferais sans elle. Elle adore ça. Elle est tellement concentrée sur le fait d'être la responsable qu'elle ne verra jamais rien venir. J'ai dû le lire 3 fois, mes yeux parcourant les mots encore et encore avant que mon cerveau ne puisse pleinement traiter la méchanceté pure et calculée de la chose. Ce n'était pas juste une trahison. Ce n'était pas juste une liaison. C'était une escroquerie de longue haleine. C'était un complot en vue d'une fraude. Ils ne m'avaient pas seulement trompé. Ils avaient activement comploté pour me dépouiller de ma maison, de mes économies et de mon héritage. Ma gentillesse, mon sens du devoir familial, ma générosité, ils avaient tout vu comme un défaut de caractère fondamental, une faiblesse à exploiter systématiquement pour leur propre profit. Le sentiment dans mes tripes n'était plus seulement du chagrin. C'était une fureur froide, pure, dure comme le diamant, comme je n'en avais jamais connu. Ce document, c'était tout. C'était la vérité. C'était mon arme. Avec une main maintenant parfaitement stable, j'ai connecté la tablette à l'imprimante sans fil d'Olivia. J'ai imprimé 2 copies de la note entière de plusieurs pages. Puis, pour faire bonne mesure, j'ai pris des photos claires et en haute résolution de l'écran avec mon téléphone. Je tenais les pages imprimées dans ma main, le papier encore chaud de l'imprimante. C'était ma preuve. C'était mon pouvoir. Et je savais exactement quand et où j'allais le faire exploser. Une semaine plus tard, l'appel que j'attendais est arrivé. C'était mon père. J'avais débloqué son numéro, anticipant exactement ce mouvement. Sa voix était différente cette fois, non pas criant de colère, mais lourde d'une déception paternelle et condescendante qui était encore plus exaspérante. « Emma » a-t-il dit, sa voix un soupir grave. « Ta mère et moi, nous avons discuté. Nous pensons que cela a assez duré. Ce silence, cette dispute, ça déchire la famille. Nous devons nous asseoir en famille et en parler. Nous tous. Ce dimanche, chez nous pour le dîner. » Je pouvais entendre les mots non dits suspendus dans l'air comme un brouillard épais, « c'est ta chance de t'excuser. C'est ta chance d'être la plus intelligente et de réparer le désordre que tu as causé. » Il me convoquait devant un tribunal, une parodie de justice où je serais la seule accusée. Il voulait utiliser le poids immense et étouffant de la « famille » pour m'écraser et me soumettre, pour me faire pardonner et oublier afin qu'ils puissent tous retourner à leur normalité confortable et dysfonctionnelle. « D'accord, papa » ai-je dit, ma voix parfaitement égale, ne trahissant aucune de la rage triomphante qui chantait dans mes veines. Je serai là. Il a semblé audiblement soulagé. Bien. C'est ma fille. On se voit à 18h. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Il pensait qu'il me tendait un piège. En réalité, il construisait ma scène. J'ai passé le reste de la semaine à préparer ma performance avec Olivia. Nous avons examiné chaque détail, chaque éventualité possible. Elle a joué le rôle de ma mère, de David, me lançant toutes les accusations possibles. Elle m'a coaché sur ce qu'il fallait dire, comment présenter mes preuves et, surtout, comment garder mon sang-froid. Ils essaieront de te provoquer, Emma, m'a-t-elle averti, les yeux sérieux. Ils veulent que tu cries, que tu pleures, que tu deviennes émotive. C'est comme ça qu'ils te qualifieront d'hystérique et d'irrationnel. Tu ne peux pas leur donner cette satisfaction. Tu n'es pas une victime qui plaide sa cause. Tu es un procureur qui prononce un réquisitoire. Sois un chirurgien, froide, précise et mortelle. Le dimanche, j'ai choisi mon armure avec soin, une simple robe fourreau bleu marine, impeccablement coupée. Professionnelle, irréprochable. J'ai ramené mes cheveux en un chignon lisse et sévère à la nuque. Je me suis maquillé d'une main sûre, une touche d'eyeliner foncé pour rendre mes yeux vifs, un rouge à lèvres neutre qui signifiait que j'étais sérieuse. Quand je me suis regardé dans le miroir, j'ai vu une femme qui était en contrôle total et absolu. Dans mon portefeuille en cuir, j'avais 2 jeux de documents, chacun dans sa propre pochette en plastique transparent. Le premier était une petite collection de photos de bon goût mais indéniables de David et Mélissa ensemble, s'embrassant dans un restaurant, se tenant la main dans un parc, toutes datées de plusieurs mois avant qu'elle ne perde supposément son emploi, toutes envoyées par un ami commun qui ne pouvait plus supporter leur démonstration publique de manque de respect. Le deuxième document était la copie imprimée de plusieurs pages du « plan ».
J'ai marché jusqu'à la pelouse manucurée de mes parents, sur l'allée de briques familière, et j'ai sonné. Mon cœur battait la chamade, un tambour frénétique contre mes côtes, mais mon visage était un masque de calme serein. Mon père a ouvert la porte, un sourire crispé et étudié sur le visage. Emma, content que tu aies pu venir. Entre. Je suis entré dans la fosse aux lions. La scène était exactement comme je l'avais imaginé. Ma mère, David et Mélissa étaient tous disposés dans le salon formel, un espace réservé aux grandes occasions. Ils étaient assis sur les canapés moelleux comme un jury de juges, leurs visages affichant des expressions sombres et sérieuses. C'était si manifestement mis en scène que c'en était presque comique. Je ne les ai pas rejoints sur les canapés. Je suis resté debout, mon portefeuille tenu lâchement à mes côtés. Mon père s'est éclairci la gorge, prenant place dans son fauteuil préféré, le trône du chef de famille. Très bien, a-t-il commencé, joignant ses doigts. Nous sommes tous ici parce que cette situation est devenue incontrôlable. Nous devons résoudre ça, Emma. Nous savons que tu es blessée. Nous comprenons cela. Mais la façon dont tu as agi, en mettant ta sœur à la rue, en coupant David de sa propre maison et de son compte en banque. C'était une réaction extrême. C'était cruel. Sur un signal, Mélissa a commencé à renifler, tamponnant ses yeux parfaitement secs avec un mouchoir froissé. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, Emma, a-t-elle murmuré, la voix chargée d'une fausse émotion. Je sais que le timing était terrible, mais David et moi, nous n'avons pas pu nous en empêcher. Nous sommes juste tombés amoureux. Nos sentiments sont réels. David a hoché la tête gravement, son visage un masque de sincérité douloureuse. J'assume l'entière responsabilité, Emma. J'ai été un lâche. J'aurais dû te le dire plus tôt, mais j'aime ta sœur, et je veux que ce divorce soit aussi amical que possible pour le bien de tous. Je les ai laissés terminer leur performance pathétique et répétée. J'ai laissé le silence planer dans l'air. Ils me regardaient tous, leurs expressions un mélange de pitié et d'attente, attendant mes larmes, ma colère, mes excuses inévitables. Je ne leur ai rien donné de tout cela. Lentement, délibérément, je me suis dirigé vers la grande table basse en chêne au centre de la pièce. J'ai posé mon portefeuille sur le bois poli. Le son doux a semblé résonner dans le silence tendu. L'amour, ai-je dit, ma voix basse et claire, tranchant l'atmosphère épaisse comme un éclat de glace. C'est comme ça que vous appelez ça? J'ai ouvert le portefeuille et j'ai fait glisser la première pochette en plastique, celle avec les photographies, sur la table vers mes parents. Cet amour à vous semble avoir commencé bien avant que tu ne vives dans ma maison, Mélissa, ai-je dit, mes yeux rivés sur elle. J'ai regardé son visage se décomposer, les fausses larmes se transformant en vraies larmes de panique. Ma mère a halté, sa main volant à sa bouche. Le visage de mon père est devenu pâle, sa confiance paternelle commençant à s'effriter. David a commencé à fanfaronner, sa voix s'élevant. Allons, Emma, ces photos peuvent être sorties de leur contexte. Nous n'étions que des amis à l'époque. Oh, je ne pense pas, ai-je dit, le coupant d'un geste sec et méprisant de la main. Mais tu as raison. Parlons de contexte. Parlons de quelque chose de bien plus important qu'une liaison sordide et bon marché. J'ai de nouveau fouillé dans le portefeuille. Cette fois, j'ai sorti le deuxième document, les pages du « plan ». Parlons de ça, ai-je dit, étalant les pages sur la table comme une main de poker gagnante. Je crois que tu as appelé ça le plan, David. J'ai observé leur visage alors que le titre s'imprimait dans leur esprit. C'était un spectacle magnifique et terrible. Le sang a quitté le visage de David, le laissant d'un gris pâteux et maladif. Mélissa avait l'air d'être sur le point d'être physiquement malade, sa main serrée sur sa bouche. J'ai pris la première page, mes mouvements calmes et mesurés. Je suis sûr que mes parents seraient très intéressés d'entendre parler de votre plan financier détaillé, ai-je dit, ma voix résonnant d'une clarté froide et dure que je ne savais pas posséder. Celui où vous avez décidé d'attendre que je rembourse l'hypothèque de mon appartement. L'appartement que j'ai payé avec mon salaire, grâce à ma promotion, et avec l'héritage de ma grand-mère. J'ai regardé directement mes parents, qui fixaient les documents, horrifiés et confus. Et puis, une fois que le bien serait libre de toute dette, vous aviez prévu de demander le divorce. Vous aviez prévu de m'emmener au tribunal, en prétendant être un artiste en difficulté, et d'utiliser les lois sur la communauté de biens pour exiger la moitié de tout ce pour quoi j'avais travaillé toute ma vie d'adulte. Je me suis penché, ma voix baissant jusqu'à un murmure,
et j'ai lu une ligne directement des propres mots perfides de David. Elle est tellement concentrée sur le fait d'être la responsable qu'elle ne verra jamais rien venir. Le silence dans la pièce était absolu. C'était le silence d'une dévastation totale et catastrophique. Mes parents regardaient, horrifiés, non pas moi, mais les deux personnes qu'ils avaient si fermement et aveuglément défendues. Les masques avaient été arrachés, et la vérité laide, avide et monstrueuse était mise à nu pour qu'ils la voient tous. David, dans un dernier acte désespéré, idiot, de pure panique, s'est jeté sur la table basse, essayant d'arracher les papiers de ma main. « Donne-moi ça !» a-t-il grondé, son visage déformé par un masque de rage et de peur. C'était un mouvement maladroit et violent qui a fait tomber un verre d'eau en cristal par terre, se brisant sur le parquet. Mon père, sorti de sa stupeur, s'est levé d'un bond de son siège. « David, arrête. Reprends-toi. » Je n'ai même pas bronché. J'ai simplement fait un demi-pas en arrière, tenant les papiers hors de sa portée, laissant son agression et son désespoir le condamner complètement. J'ai regardé mes parents abasourdis et sans voix. « Voilà, » ai-je dit, ma voix calme en désignant l'homme pathétique et agité par terre, l'homme avec qui vous vouliez que je me réconcilie. Voilà la famille que vous étiez si désespéré de préserver. Je me suis retourné, laissant les preuves accablantes étalées sur la table. Sans un autre mot, je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Personne n'a essayé de m'arrêter cette fois. Alors que ma main se fermait sur la poignée, j'ai entendu la voix de ma mère, non plus criarde, mais un murmure brisé et horrifié. « Mélissa, comment as-tu pu ?» Il n'était plus question de ma cruauté. Il était question de la leur. Je n'avais pas seulement gagné une dispute, j'avais brisé toute leur fausse réalité. J'ai fermé la porte derrière moi et je suis sorti dans l'air frais du soir, respirant librement pour la première fois depuis des années. Le retour en voiture chez Olivia fut silencieux. Il n'y a eu aucun point levé en signe de triomphe. Il n'y a eu ni rage, ni larmes, juste un profond sentiment de libération, jusqu'à la moelle. L'immense poids que j'avais porté sur mes épaules toute ma vie avait enfin, heureusement, disparu. Le divorce a été rapide. Avec l'expertise impitoyable d'Olivia et la preuve indéniable et documentée de complot en vue d'une fraude, David n'avait aucune chance. Il n'a pas eu la moitié de l'appartement. Il n'a pas eu un centime de mon héritage ou de mes économies. Il est reparti avec ses valises de vêtements et une montagne de dettes juridiques de son propre avocat qui a échoué. L'appartement, mon appartement, est resté le mien, libre et quitte. Ma relation avec ma famille était fracturée, peut-être de façon permanente. Ma dernière communication avec eux n'a pas été une confrontation en larmes, mais un courriel court et clair que j'ai envoyé à mes parents une semaine après le dîner désastreux. J'ai besoin d'espace et de temps pour guérir des profonds dommages qui ont été causés, ai-je écrit. La confiance que j'avais a été complètement détruite. Je prendrai contact quand, et si, je serai prête. Veuillez respecter ma décision. Pour la première fois, j'avais fixé une limite qu'ils ne pouvaient pas franchir parce que c'était moi qui détenais tout le pouvoir. J'ai décidé de vendre l'appartement. Il y avait trop de fantômes, trop de souvenirs douloureux gravés dans les murs même. Je l'ai vendu, j'ai fait un joli profit sur le marché vendeur, et j'ai acheté un condo plus petit et plus lumineux dans un autre quartier de la ville. Il avait un balcon qui donnait sur un parc, et c'était un endroit qui était entièrement, sans équivoque, le mien, rempli de mes affaires, de ma paix, de mon avenir. La guérison n'a pas été une ligne droite. Il y a eu des jours de colère bouillonnante et des jours de tristesse profonde et douloureuse pour la famille que je pensais avoir. Sur les conseils d'Olivia, j'ai commencé à fréquenter un groupe de soutien pour les personnes naviguant des divorces difficiles et conflictuels. C'est là, dans un cercle de chaises pliantes dépareillées dans le sous-sol d'un centre communautaire, autour de tasses de café éventées, que j'ai appris que je n'étais pas seul. C'est là que j'ai appris que mon histoire, bien qu'uniquement douloureuse, était une histoire de force. Et c'est là, quelques mois plus tard, que j'ai rencontré James. Il n'était pas un chevalier en armure étincelante venu me sauver. C'était un architecte calme et gentil avec un sourire doux et des yeux tristes qui contenaient sa propre histoire de trahison. Nous avons commencé à parler après une réunion un soir, nous liant d'amitié sur les détails absurdes et partagés de nos batailles juridiques. Il a écouté mon histoire, non pas avec pitié, mais avec une empathie profonde et validante. Et pour la première fois, je me suis senti assez en sécurité pour écouter la sienne. Notre premier rendez-vous fut un café un samedi matin. Nous avons parlé pendant 3 heures. C'était facile, naturel.
Il n'a pas essayé de me réparer ou de me sauver, il m'a juste vu. Et pour la première fois depuis très longtemps, je me suis senti vu pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais fournir à quelqu'un d'autre. Cela fait maintenant 1 an depuis ce jour terrible. Ma vie est calme, et elle est belle. Mon travail prospère sans le fardeau constant du drame de ma famille. J'ai plus d'énergie et de créativité que jamais. Mon petit balcon est maintenant un jardin luxuriant d'herbes aromatiques. L'odeur de basilic frais et de romarin remplit ma cuisine lorsque je cuisine pour moi-même ou, parfois, pour James. Nous prenons les choses lentement, construisant quelque chose de réel, quelque chose basé sur le respect mutuel, l'honnêteté et une compréhension partagée de la préciosité d'une vie paisible. La semaine dernière, nous aidions dans un jardin communautaire près de mon condo, plantant de nouveaux bulbes de printemps. Alors que mes mains creusaient dans la terre fraîche, sombre et riche, j'ai pensé au chemin parcouru. La femme qui se tenait dans cette embrasure de porte, brisée et silencieuse, me semblait être une personne d'une autre vie. Ce silence, je le réalisais maintenant, n'était pas de la faiblesse. C'était le moment où j'ai cessé d'écouter le bruit assourdissant des exigences de tout le monde et où j'ai enfin commencé à écouter le murmure calme et persistant de ma propre valeur. C'était l'espace dont j'avais besoin pour rassembler mes forces. Pour moi, la justice n'a pas été une explosion bruyante et ardente de vengeance. Ce fut l'acte calme, constant et délibéré de reconstruire une vie selon mes propres termes. C'était le bruit sourd d'un nouveau pen dormant, le clic satisfaisant d'un bouton de blocage sur mon téléphone, et la croissance paisible et silencieuse d'un nouveau jardin. Mon jardin, planté et arrosé de mes propres mains. Merci d'avoir écouté mon histoire. Ce n'était pas facile à partager, mais j'espère qu'elle aidera quelqu'un qui se sent invisible, pris pour acquis ou piégé. Ma question pour vous tous est la suivante, avez-vous déjà vécu un moment qui vous a forcé à tout recommencer à zéro? Et quelle a été la première étape que vous avez franchie pour reprendre votre vie en main? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et si mon histoire vous a parlé, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour en voir d'autres.